BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là sur BFM Business. Bienvenue à Monaco, sous le soleil de Monaco, pour ce Tech & Co exceptionnel réalisé depuis l'événement Switch. L'événement Switch, c'est quoi? C'est un événement organisé par Essilor-Luxottica pour penser en fait les métiers de la vision pour demain. Et c'est passionnant parce qu'évidemment, il y a de l'IA, il y a des lunettes connectées. On va découvrir tout ça pendant 2 jours avec des invités spécialisés dans ce domaine. Une porte-parole de Essilor-Luxottica sera avec nous dans quelques secondes. Elle nous expliquera justement la teneur de cet événement et puis surtout ce nouveau métier pour Essilor-Luxottica. On découvrira aussi une start-up passionnante qui s'appelle Retin.ai qui, grâce à l'IA et en observant en fait vos yeux, arrive à détecter des maladies qui sont indécelables. On pourra faire un check-up finalement global grâce à ses yeux. Et puis, je recevrai le patron d'Atoll qui nous expliquera que le métier d'opticien aujourd'hui doit complètement pivoter grâce aux lunettes connectées et puis aussi grâce à l'IA. Bienvenue, c'est parti pour Tech & Co la quotidienne depuis l'événement Switch. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et pour débuter donc ce premier Tech & Co depuis Monaco, depuis cet événement organisé par Essilor-Luxottica, je suis très heureux de recevoir Christelle Baranger. Bonsoir Christelle. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente d'Essilor-Luxottica Professional Solutions, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie. Voilà, la moitié du monde. C'est ça. À peu près. À peu près. Poste intéressant bien évidemment avec une vision stratégique, mais ce que j'aimerais peut-être pour débuter, c'est que vous nous expliquiez pourquoi nous sommes là, ici, tous à Monaco, beaucoup de monde, pour ce premier événement de Switch. L'idée, c'est quoi, en fait? L'idée, c'est que notre industrie, notre formidable industrie de l'optique, elle est en train de changer très rapidement. Et c'était important pour nous de regrouper des clients, nos gros partenaires, qui sont au travers de les géographies que vous avez citées, et de partager ensemble la destination et le futur de notre industrie. Elle change, cette industrie, parce qu'elle va aller au-delà de la vente de lunettes, au-delà de la correction. Elle est poussée par la science, par la technologie, par les AI et aussi par les besoins consommateurs. En fait, on se rend compte que d'une part, l'œil peut devenir une porte pour lire la santé et donc avoir une santé beaucoup plus préventive de l'œil, mais au-delà de l'œil. Et de l'autre côté, on a des lunettes qui maintenant ont de la tech inside, qui deviennent une interface beaucoup plus importante dans la vie des gens parce qu'elles permettent de faire des choses sans avoir les mains prises par un téléphone. Et donc, elles nous permettent en fait de fluidifier notre vie au quotidien. Donc, on voulait parler de ça avec nos partenaires et de voir comment on écrivait ensemble notre futur. Avec toujours, et là vous les portez, des Ray-Ban Meta, oui. J'ai l'impression, qui sont très belles, qui vous vont très bien. Et en plus, on se rend compte que ces lunettes, je trouve, deviennent de plus en plus jolies, fines et moins, on va dire, épaisses, dans le sens où on voit qu'il y a aussi des efforts de miniaturisation, d'intégration qui sont faits, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Switch, qui est présent lors de cet événement ? Je vous disais, nos grands partenaires. Donc ça va être quoi? Ça va être les opticiens, des optométristes. On a aussi des professeurs. Oui. Oui. Et on va en recevoir dans Tech & Co. Tout à fait, parce qu'on a demain. un comité scientifique qui est ici. On a des intervenants extérieurs, notamment quelqu'un qui est spécialiste de l'AI. On a des sportifs. On a un peu un écosystème un peu large. D'accord. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que l'optique, c'est un métier qui regroupe beaucoup de professions. Et puisque l'industrie change, il faut vraiment qu'on soit tous alignés ensemble. Est-ce que il faut secouer le cocotier fort? Ce que je veux dire par là, est-ce que c'est une activité, un secteur qui a besoin, malgré tout, d'un électrochoc pour lui dire qu'il faut avancer et que le métier d'opticien est en train de changer? Alors, on n'a pas choisi le mot switch par hasard. C'était pour quelque part donner un signal qu'il y avait une urgence, enfin qu'il y avait quelque chose qui se passait, que c'était un moment important. Il faut prendre le train en marche là. Enfin, il faut y aller. Il faut plus que prendre le train en marche. Il faut mener le train, être en début de train et mener le changement. D'accord. Et c'est ça l'objectif. L'objectif ici, c'était de comprendre ce qui se passait, mais surtout de passer de la compréhension à l'action. Et quand vous dites est-ce que c'est un secteur qui a besoin d'être secoué, c'est un secteur qui est basé sur un besoin essentiel, celui de voir. Donc, quand les gens rentrent chez un opticien, ils ont un besoin. Et un besoin qui est essentiel, parce que si on ne voit pas bien, on ne peut pas vivre sa vie bien. Donc, c'est vraiment essentiel. Là, la chance que les opticiens ont, c'est quelque part
il y a des gens qui vont rentrer dans leur magasin qui n'ont pas nécessairement besoin de correction, mais ils vont avoir envie d'autre chose. D'un produit comme les lunettes connectées qui leur facilitent la vie, d'un examen ou d'un screening pour savoir si la santé de l'œil est au mieux de sa forme, si on peut faire de la prévention. Donc là, c'est surtout leur dire, il y a une opportunité massive qui est devant vous et il faut absolument qu'on mène ce train si on ne veut pas que d'autres le fassent à notre place. Et puis il y a le train d'Essilor et Luxottica aussi. C'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait une prise de conscience globale de tous vos collaborateurs que votre métier est en train de changer finalement. Parce que auparavant vous fabriquiez pour Luxottica des montures et Essilor des verres, mais quand on vous écoute et quand on comprend votre stratégie, c'est un autre métier finalement. Mais vous avez tout à fait raison en fait. Ce basculement, quand on parle de changement et de comprendre ce qui se passe et de où on va, on est aux premières loges. Oui, chez Essilor Luxottica, il y avait des gens qui étaient très pointus sur les verres, des gens qui étaient très pointus sur les montures. Les lunettes connectées nous montrent qu'en fait on est sur un total objet et ça nous fait déjà évoluer dans la façon dont on réfléchit. Mais là, quand on commence à se parler de l'œil, de la santé de l'œil, quand on parle de la lumière qui devient une thérapie et qui fait des traitements et qui permet d'adresser des problèmes comme les yeux secs, on passe dans un monde beaucoup plus proche du médical et effectivement c'est des nouvelles compétences, c'est des nouvelles compréhensions, c'est des nouvelles personnes qui intègrent le groupe aussi et donc ça nous stimule et ça nous pousse à être beaucoup plus, avoir une vision beaucoup plus holistique de la profession et c'est sur cette vision qu'on veut embarquer les opticiens parce que sans eux rien ne va se passer. C'est eux qui ont la relation. C'est eux qui ont la relation avec le client. Et demain, la technologie, ça peut nous donner beaucoup de choses, mais pas l'humain et pas la confiance et pas l'impact. Dans 10 ans, Essilor Luxottica, c'est une boîte qui sera dans la santé, véritablement, à votre avis? Je pense que l'œil, qui est au milieu du visage, les lunettes qui sont posées au milieu du visage sont au croisement entre de la fonction vision, de la fonction vision que vous faites depuis toujours, qu'on a déjà, de l'identité et de l'augmentation. Identité depuis toujours aussi, puisque depuis quelques années, on va dire. L'identité, vous parlez donc du look. C'est ça. Oui. Le look, ça fait longtemps quand même. Oui, ça fait longtemps. Les Ray-Ban, ça a plus de 50 ans. On peut dire que ça fait longtemps, mais c'est important de comprendre que c'est pas dissocié. En fait, la vision et l'identité sont déjà dans les fondamentaux. Okay. L'augmentation de la lunette, ça va être le prochain passage. La lunette comme outil de tracking médical, c'est la frontière. Donc du coup, notre métier, il va être celui de ces lunettes qui se seront un objet complètement transformé. Et ce sera celui aussi de l'accompagnement de nos partenaires qui vont avoir des examens de l'œil beaucoup plus poussés, qui vont devenir des examens de santé. Donc c'est sur ces deux dimensions-là qu'on va évoluer. C'est passionnant tout ça. C'est génial. Dans cet événement ici à Monaco, justement, vous sensibilisez tous ces métiers de l'optique à ces changements-là. Vous leur expliquez ce qui va arriver. Donc vous parliez tout à l'heure de ces scientifiques qui sont là. Il y a des conférences, des tables rondes justement pour sensibiliser tous ces gens. Alors, on n'a pas de table ronde, mais oui, on a des conférences. Et la plénière qu'on avait ce matin, elle mélangeait à la fois des gens qui ont parlé des lunettes connectées et de l'AI, et de ce que ça va avoir comme impact dans la vie, et de professeurs qui expliquent effectivement l'œil, qu'est-ce qu'on voit dans l'œil, qu'est-ce qu'on peut lire dans l'œil, les biomarqueurs. Demain matin, on aura une session sur les neurosciences. On aura le professeur Najar qui va être là aussi, qui va nous expliquer en quoi la vision et les neurosciences sont liées. Donc oui, on essaie d'avoir des référents médicaux qui l'expliquent, mais qui l'expliquent de façon simple pour que tout un chacun puisse comprendre. Parce que si ça reste un langage qui est très difficile à comprendre, on ne va pas réussir à tous s'aligner sur une vision. Donc c'est pour ça que Switch est important. Ça permet de comprendre, avoir des basiques fondamentaux médicaux très forts, mais en même temps de faire comprendre à tout le monde là où on va. Switch qui est découpé en deux parties, je crois. Il y a une partie Europe et une autre partie États-Unis, c'est ça? Alors, effectivement, c'est la première fois qu'on fait un événement de cette envergure. Oui, puisque l'année dernière, nous étions ensemble à Orlando, puisque c'était un rendez-vous mondial. C'était un rendez-vous mondial. Alors, c'était un petit peu différent parce que c'était un rendez-vous mondial sur transition. Donc, on parlait surtout des produits photochromiques et de la lumière. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus holistique. Et profond, on va dire. Et donc, il couvre beaucoup plus toute l'industrie. Au global, quand on regarde les États-Unis et ce qu'on fait aujourd'hui, on est à peu près sur 3000 partenaires.
réunir 3000 partenaires, ça aurait été compliqué. Et en plus, les maturités de marché sont un petit peu différentes entre les États-Unis et l'Europe et les Asies. Et on s'est dit que pour une première édition, c'était très bien de pouvoir être au plus proche des marchés. Demain, on verra. Les tensions géopolitiques actuelles ont joué aussi en faveur de 2 événements distincts ou pas forcément? Non, parce que ça c'était quelque chose qui était décidé bien avant. Pour préparer un événement comme ça, il faut quand même un peu de temps. Et donc non, c'était préparé bien avant. Ce qui vraiment nous a rassurés, c'est que l'événement a du succès et on n'a pas eu d'annulation en fait. Donc en dépit de la situation plus compliquée, on voit qu'on a des opticiens qui sont extrêmement motivés et qui sont venus participer à cet événement. Christelle Barranger, vous qui sillonnez le monde pour Essilor-Luxottica, c'est intéressant de faire un parallèle entre les pays. Comment se situe-t-on, nous, la France, par rapport à toutes ces innovations qui vont arriver, qui vont déferler dans quelques temps? On est prêt? On est un peu sur la défensive? Comment on est par rapport aux autres pays? Alors, la France est un pays où la santé visuelle a toujours été au cœur des préoccupations et on sait que c'est un pays qui est très avancé sur la santé visuelle. Après, la séparation des tâches entre les opticiens, les ophtalmologistes et le reste de l'écosystème est très encadrée. Trop encadrée? Ça bouge. La téléoptométrie, la téléophtalmologie en fait permet aujourd'hui de relier ces mondes et de faire des examens physiquement basés chez l'opticien mais avec un contact ophtalmologue. Donc l'enjeu qu'il y a en France, c'est vraiment de vraiment créer des ponts et de fonctionner avec un écosystème beaucoup plus connecté. Pas en changeant les rôles, mais en connectant le système. C'est ce qui se passe dans d'autres géographies où en fait du screening au fait de faire un referral d'un patient chez un docteur, ça se fait beaucoup plus automatiquement et beaucoup plus systématiquement. D'accord. Et la technologie, oui, il y a des pays en Asie où l'examen avancé avec un fond de l'œil qui est beaucoup plus systématique que ça n'est fait encore en France. Oui, parce qu'il y a tellement de monde là-bas. Exactement. Enfin, je veux dire, il y a la prévention. La prévention est capitale en fait. Est capitale et en fait c'est ça tout l'enjeu et c'est ça la beauté de la technologie et de l'AI, c'est que ça va nous permettre de passer d'une médecine qui est réactive à une médecine préventive. Ça veut dire sauver des vies. Ça veut dire permettre à des gens de protéger leur capital visuel beaucoup plus longtemps et de vivre bien, mieux, plus longtemps. Donc ce qui est quand même fabuleux parce que là aussi ça élargit beaucoup la mission de l'opticien. Et ben voilà, pendant 2 jours, on va évoquer tout ça avec nos différents invités et nos intervenants d'Essilor-Luxottica ou d'autres sociétés. Merci beaucoup Christelle Barranger. On est très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation en tout cas. Présidente d'Essilor-Luxottica Professionnelle Solutions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, toujours ici à Monaco, à l'occasion de ce rendez-vous Switch, organisé par Essilor-Luxottica. Et on va maintenant rentrer dans la recherche et développement d'Essilor-Luxottica avec notre invité Tommaso Ongarello. Bonsoir Tommaso, merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes responsable du Smart Eyewear Lab chez Essilor-Luxottica. Vous vivez aujourd'hui en Italie, mais vous connaissez très bien la France. Vous avez vécu et travaillé 12 ans en France. Exactement. D'où votre français quasi parfait. Merci en tous les cas d'être là. Je disais donc responsable du Smart Eyewear Lab chez Essilor-Luxottica. Vous êtes en plein dans la recherche et développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Alors, quand on parle de recherche et développement chez Essilor-Luxottica, en particulier dans le domaine des Smart Eyewear, c'est-à-dire c'est la recherche sur des technologies qu'on pense un jour pouvoir intégrer dans nos lunettes et les transformer vraiment, changer un peu le rôle des lunettes comme instrument classique pour corriger la vision dans un instrument beaucoup plus complexe qui est censé nous donner beaucoup plus d'informations et de possibilités et capacités à l'utilisateur final. D'accord. Du coup, dans mon laboratoire, qui est basé à Milan, c'est un laboratoire avec Politecnico di Milano, la plus grande université technique italienne. Il y a une centaine de chercheurs entre Essilor-Luxottica et Politecnico. Okay. On travaille sur différents domaines, par exemple des capteurs, des systèmes de suivi oculaire, de la réalité augmentée, afin de les valider technologiquement et comprendre après quelles sont les possibilités d'utilisation dans le futur. Et on a l'impression que la paire de lunettes, c'est un truc génial pour
apporter des nouvelles fonctionnalités, non? Exactement. En fait, il y a des branches, il y a tout un système effectivement qui recouvre en fait le crâne, quoi, finalement. Exactement. Vous avez bien dit parce qu'effectivement, nous on pense que c'est l'objet connecté l'idéal parce qu'il est placé dans la meilleure position possible de notre corps, c'est-à-dire proche de tous nos sens, de la vision, de l'audition, du nez, des oreilles. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a la possibilité d'analyser beaucoup des signaux et du coup offrir à nos utilisateurs beaucoup de possibilités, capacités en fait. Est-ce que ce que vous faites est décorrélé des Ray-Ban Meta, par exemple? Nous, on fait de la recherche. Ray-Ban Meta, c'est un produit. Oui, un produit qui existe déjà. Qui existe déjà. Nous, on pense au futur, en fait, à tout ce qu'on pourra faire dans le futur. Et en particulier, nous, on pense que la lunette va devenir la plateforme idéale comme plateforme de santé, en fait, pour l'utilisateur. Ok, ce qui n'est pas le cas des Ray-Ban Meta, qui sont plus des lunettes connectées, mais qui n'ont pas encore de rapport avec la santé, on va dire directement. Pour l'instant, ouais. Donc en fait, ce sont deux projets qui sont parallèles, et qui évoluent et qui ont leur propre histoire, en fait. C'est ça. Correct, exactement. Vous êtes là-dessus. Comment vous êtes tombé là-dedans, en fait, dans la recherche et développement sur les lunettes? Ça fait longtemps que vous travaillez là sur ce sujet? Ma formation, moi, je fais de la physique, je fais de l'optique, de la photonique. Du coup, seulement, c'est des domaines qui sont proches, en fait, des technologies qu'on va explorer. Du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'ai toujours la passion pour. Et maintenant, enfin, j'ai la possibilité de pouvoir effectivement réaliser quelque chose de concret et de réel. Alors, on va évidemment évoquer un peu vos travaux, mais ce qui fait plaisir, c'est que finalement, vous êtes à la pointe. Et on parle beaucoup de souveraineté en ce moment, de la volonté quand même de relocaliser tout ce qu'on fait, essayer de dépendre moins des États-Unis ou de l'Asie. On voit qu'on a un vrai savoir-faire quand même dans ces domaines-là. Oui, parce que vraiment, une de nos missions, c'est vraiment en Europe de monter des compétences. Et ces compétences, on les crée justement soit en interne, en recrutant des jeunes talents, comme par exemple dans les laboratoires que je dirige, mais aussi avec des partenariats avec les institutions publiques de recherche. Ça, c'est très important, à la fois en Italie, à la fois en France, parce que c'est grâce à ça qu'on peut vraiment monter en compétences internes et créer un savoir-faire, disons, européen, en fait, sur ces technologies. Est-ce que maintenant, vous travaillez en binôme avec la France, finalement, et l'Italie? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que la recherche italienne est meilleure sur certaines choses, la France meilleure sur certaines choses, ou pas c'est une bonne question. Moi, je dirais pas meilleure. Il y a peut-être des domaines différents ou des vocations différentes. Par exemple, chez EssilorLuxottica, en Italie, on se concentre beaucoup sur la technologie liée à la monture, parce que vous savez, EssilorLuxottica, c'est deux sociétés. Oui, bien sûr, c'est Essilor et Luxottica, bien sûr. Donc, le savoir-faire de la monture, optique et après lunettes, on va dire, monture. Exactement. Et du coup, on essaie de garder notre ancien savoir-faire analogique, en fait, dans les montures, et les transférer aussi sur les montures du futur. Et pareil, chez Essilor, c'est la même chose, côté verre, côté vision. C'est le meilleur des deux mondes, finalement. Exactement. C'est-à-dire que tous les deux, ça va être... Exactement. Ça peut être sympa. Oui, et on travaille très bien parce que les cultures sont proches en fait. On est de peuple latin, on s'entend bien, du coup on est très content. Malgré tout une concurrence qui est sévère. Sévère, on parle évidemment des Ray-Ban Meta, mais on voit qu'il y a plein de projets qui se dessinent. Samsung va sortir ou a sorti ses lunettes. Apple a un projet aussi de lunettes connectées. Je ne parle pas de tous les acteurs chinois qui arrivent sur ce truc-là. Voilà, il y a une compétition quand même. C'est une compétition, mais c'est aussi une opportunité de faire grandir les marchés. C'est très intéressant parce que autant qu'on est les seuls acteurs, ça peut poser quand même des risques ou des enjeux. Le fait qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent dans le marché, c'est quand même une possibilité de grandir tous ensemble. Donc, je pense que pour l'instant, on est bien sur ce point-là et on travaille toujours justement pour amener des nouveautés et améliorer nos produits. Alors sur quelle piste vous travaillez? Quelles sont à votre avis les voies les plus plausibles et probables qui risquent d'arriver dans les années qui viennent? Alors, les années qui viennent sont un bon terme parce qu'effectivement, la recherche, c'est quelque chose qu'on voit à moyen terme. Donc, les résultats de recherche, c'est des choses à moyen terme. Nous, par exemple, c'est-à-dire que, je vous coupe, mais ça veut dire que la révolution ne va pas arriver demain. Petit à petit. Voilà, c'est incrémental. Incrémental, exactement. Un peu comme les Ray-Ban Meta finalement, qui ont commencé. Exactement, c'est l'exemple parfait. Voilà. Deuxième génération, il y avait l'IA, machins, et la troisième, le petit écran, etc. Exactement, donc, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est nécessaire, parce que la technologie parfois n'est pas encore prête. Parce que quand on pense aux lunettes, c'est quand même un projet compliqué. Parce que premièrement, nous, on veut garder toujours la fonctionnalité d'un paire de lunettes classique. Du coup, il doit rester léger, facile à mettre, confortable pour toute la journée. Ouais. Et du coup, ça pose des défis technologiques. Et le défi du poids est important. Parce Exactement. que dès qu'on a une paire de lunettes qui est trop lourde, Exactement. on la sent. La fameuse limite de 50 grammes. 50 grammes, c'est vraiment la limite. C'est 50 grammes en fait. Oui, c'est ce qu'on cible en fait comme Et système donc, dans complet. 50 grammes, il faut mettre La les batterie. batteries, les processeurs, Exactement. les capteurs, les petites L'écran, caméras, et les les projecteurs. haut-parleurs, Exactement. les micros. Vous Wow. comprenez les défis. Du coup, c'est un défi technologique dans le sens qu'il faut miniaturiser le plus possible tous les différents capteurs ou composants. Et aussi un problème énergétique, parce oui, qu'on bien n'a sûr. pas l'espace pour la batterie comme on peut avoir sur un smartphone de nouvelle génération. Il y a les branches. Ah oui, exactement. Mais si on veut garder un aspect quand même joli et confortable, on ne peut pas même trop Et oui, parce que trop l'équation, elle est compliquée. Il y a le poids, il y Exactement. a le design, parce que Essilor Luxottica ne peut pas s'amuser à sortir des lunettes qui soient moches. Exactement. Et malgré tout, il faut apporter toutes ces fonctionnalités. Exactement. Et ça, on y arrive en optimisant chaque composant pour un cas d'usage spécifique. C'est ça la voie en fait. On ne doit pas simplement prendre des composants qui existent déjà et les mettre dedans parce que ça ne mènera pas au résultat qu'on veut. On doit à chaque fois se poser la question et essayer d'optimiser à la fois au niveau composant, à la fois aussi des algorithmes d'intelligence artificielle, comme les faire fonctionner de la manière la plus efficiente possible. C'est ça ce qu'on travaille aussi dans mon laboratoire. D'accord. Je peux faire un exemple de le suivi oculaire, Ouais. vous savez, autrement dit eye tracking. C'est une technologie qui permet de suivre les regards de l'utilisateur. Ok. Ça existe déjà depuis longtemps dans la recherche, même dans des casques à réalité virtuelle. Apple, Oui, le Vision exactement. Pro, a le eye tracking Exactement. d'ailleurs qui marche très bien. Marche très bien. Mais ce que nous, on voit comme potentiel dans des lunettes, c'est incroyable. Parce que déjà, par exemple, on pourrait lier qu'est-ce qu'on regarde au contexte toujours où on est. Et du coup, donner beaucoup d'informations liées à ça. Mais aussi, on peut aller au-delà dans les domaines médicaux, en fait. Parce que si on mesure, par exemple, la taille de la pupille, la fréquence de clignotement des yeux, les micro-mouvements oculaires, on peut analyser des paramètres qui nous donnent des informations sur notre état psychologique. Et jusqu'à aller à la détection précoce de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Simplement la en maladie de Parkinson. étudiant le comportement de l'œil. Exactement. Les micro-mouvements, la fréquence, tout ce genre de choses, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début, c'est vraiment la possibilité de la transformer, la lunette, en paire de montures pour la santé, en fait. D'accord. Mais est-ce que ces lunettes-là seront compatibles à la fois pour prévenir certaines maladies, mais aussi apporter le confort de lunettes connectées comme les Ray-Ban Meta avec la possibilité de passer des appels, avoir de l'IA, faire des photos, etc. Est-ce que finalement, la paire de lunettes un peu complète, c'est un mirage avec toute cette... C'est pas un mirage. Il faut justement construire ce qu'on appelle building block petit à petit et les faire marcher bien ensemble. Okay? Peut-être en premier temps, il y aura des lunettes dédiées simplement à une chose, disons, mais on s'attend que la technologie avance, le futur avance, D'accord. et pouvoir converger vers une plateforme la plus versatile possible. Donc l'idée, c'est qu'on ait une paire de lunettes qui puisse activer en fait plusieurs fonctionnalités fonctions, liées à la fois au confort mais aussi à la santé, c'est ça? Exactement. Après, on peut penser par exemple, segmenter par âge, par type d'utilisateur, et ça nous permettra d'être plus spécifique et du coup encore plus efficient et performant. En fait. Ok. Mais alors, vous en êtes où? Ça avance? Comment ça se passe quand vous créez ces lunettes et ces projets en fait? Parce que vous disiez tout à l'heure, si on met simplement on va dire des processeurs ou des choses qui existent déjà, ça marchera pas. C'est-à-dire que vous êtes obligé à chaque fois de redesigner les capteurs pour les faire le plus petit possible, les processeurs. Comment Alors, vous n'avez pas en fait la possibilité de tout faire. Exactement. En fait. Il faut bien cibler qu'est-ce qu'on veut faire comme produit roadmap. C'est pour ça qu'après, dans Essilor Luxottica, il y a des équipes très fortes qui travaillent sur les possibilités. Ils pensent à un nouveau produit, un nouveau besoin aussi du marché, un nouveau besoin des clients. Et grâce à ces inputs, on est capable après de vraiment cibler effectivement la meilleure technologie pour faire qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Le plus compliqué, c'est quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses compliquées. Il y a beaucoup de choses. compliquées. Je dirais par exemple, tout le monde s'attend à la réalité augmentée parce qu'on a vu beaucoup de films où on est dans des Donc idées. avoir en surimpression sur les verres de lunettes de l'information qui apparaît. Exactement. Ça, c'est pas aisé. C'est pas aisé pour une question. Pour l'instant, la réalité augmentée existe, mais encore une fois, ça dans des casques
donc des réalités virtuelles. bien Et sûr. la réalité virtuelle, c'est pas ce qu'on veut faire nous. Parce Et puis que un casque, ça pèse, le Vision Pro, il pèse 500 grammes ou 600 Exactement. grammes, je crois, non? Ça chauffe, ça pèse, Ouais. c'est pas confortable. Et surtout, Mais c'est pas très design. non, mais surtout, ça nous ferme au monde extérieur. En fait, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe réellement autour de nous, parce que c'est une vision complètement fermée. Par contre, la réalité augmentée dans des paires de lunettes, ça nous permet de connecter l'information virtuelle avec la vraie réalité. Donc, si je peux utiliser ce terme-là. Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Est-ce que aujourd'hui, il y a quand même une part de, comment dirais-je, d'inconnu dans tout ce que vous envisagez? Est-ce que les gens sont prêts à mettre des lunettes connectées? Est-ce qu'ils sont prêts à avoir des informations sur leur santé qui viendraient de leurs lunettes? Est-ce que les gens qui sont en face de vous, qui portez une lunette, sont prêts à être photographiés? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là finalement. Et est-ce qu'on est prêt aussi à avoir des écrans dans nos lunettes pour avoir de l'information? Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une inconnue sur le succès ou pas de ce type de produit? En fait, la définition des cas d'usage, c'est toujours un des plus grands défis, parce que c'est un marché qui encore n'existait pas ou est en train de monter. Il faut y arriver petit à petit. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, c'est incrémental. Ça nous permet aussi d'évaluer la réponse des utilisateurs et comprendre dans quelle direction aller. Ray-Ban Meta, comme vous avez dit, a commencé très simple avec Ray-Ban Stories, mais après a évolué. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Et du coup, à chaque fois, on rajoute une brique technologique et on voit la réponse. Et grâce à ça, on aura une vision plus complète du marché. Très bien. Et donc, le fait d'avoir des informations comme ça en surimpression qui arriveront sur les lunettes, c'est quelque chose qui n'arrivera pas tout de suite. Alors, Meta a sorti ça. Si, Meta a sorti ça, c'est basé sur une technologie standard, ça s'appelle des guides d'ondes, qui marche très bien. Mais qui est sur qu'un écran, exactement, qui n'est pas parfaite. Ce n'est pas parfaite. Le confort des visions n'est pas tout à fait là. Et c'est lourd parce que ça alourdit beaucoup la monture, l'épaisseur du verre. Du coup, ça marche déjà. Mais si on vise comme quelque chose qui est utilisable pendant 8 heures, il y a encore du travail à faire. Ça veut dire qu'à votre avis, dans 10 ans, on ira chez l'opticien et on achètera des lunettes qui auront forcément des fonctionnalités connectées, à votre avis? Sûrement. C'est pour ça qu'on est ici à Switch, pour passer ces messages-là, que les marchés des lunettes, les métiers aussi, ça va changer. Parce que après, il faut qu'il y ait une vraie transformation aussi. Exactement. Des canaux de vente, des boutiques, des opticiens, et même des ophtalmos finalement aussi. Exactement. Surtout aussi être capable de lier les données qu'on analyse et qu'on extrait, par exemple au médecin ou quelqu'un qui est capable d'interpréter et nous donner par exemple une thérapie ou quelque chose lié. Est-ce que vous pensez aussi que ça peut se combiner en fait à d'autres produits connectés, la montre connectée? Est-ce que ça peut être complémentaire ou est-ce que ça peut remplacer la montre connectée si on a une paire de lunettes par exemple? Remplacer, c'est un terme compliqué. On peut créer un écosystème sûrement. Il y a beaucoup des objets connectés qu'on peut mettre sur nous, peut-être mieux placés par certains types d'applications. Du coup, peut-être créer un écosystème, c'est peut-être une réponse. Ouais, pourquoi pas. Et à votre avis, la miniaturisation de ces composants, c'est une course qui est très compliquée à mettre en place parce que il faut aussi qu'on puisse physiquement aujourd'hui graver. Là, on est dans du nanomètre finalement. Ouais. Vous êtes assez confiant sur l'avenir? On va arriver à encore miniaturiser tout ça? Le vrai défi, c'est de réussir à intégrer, par exemple, l'intelligence artificielle directement dans les microcontrôleurs, dans les microprocesseurs, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra avoir un système, par exemple, complètement embarqué. Sans smartphone. Sans smartphone. Parce que c'est ça l'objectif? Par exemple, il y a certains types de données qui sont très sensibles, par exemple celui lié à notre santé, et du coup la possibilité de les garder le plus possible proches de l'utilisateur et de l'appareil, c'est ce qu'on veut pour éviter les problèmes de sécurité, de privacy et tout ça. Évidemment. En tout cas, merci d'avoir partagé un petit peu vos travaux et votre recherche sur ce sujet qui est passionnant. Merci beaucoup Thomas Songarello. Merci à vous. Vous êtes responsable du Smart Eyewear Lab chez Essilor-Luxottica. Et vous restez avec nous, bien sûr. Tech & Co, la quotidienne depuis Monaco, depuis cet événement Switch. On revient dans un instant et on va parler encore une fois vision avec, vous allez voir des progrès qui sont faits dans la manière de soigner en fait certaines pathologies qui rendent aveugles. Et il y a là aussi des efforts et des progrès qui sont incroyables. On en parle avec nos invités. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. On est à la radio, à la télé, vous le savez, comme chaque soir, 19h30, 21h. Toujours ici à cet événement Switch, très intéressant sur le futur de la vision, des lunettes connectées. On est là ce soir, mais on est là aussi demain, vous le savez. Et puis je vous rappelle que cette émission est disponible en replay et en podcast. On va parler bien évidemment durant ces 2 jours de la possibilité de corriger la vue avec des montures, des lunettes et pourquoi pas aussi d'autres objets connectés. Mais ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, on va évoquer la possibilité de redonner la vue ou d'améliorer la vue à des personnes qui la perdent. Et j'ai le plaisir d'avoir 2 grands chercheurs avec nous sur le plateau de Tech Co ce soir, 2 grands chercheurs de la vision, José Alain Sahel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous travaillez depuis des années sur des solutions pour aider à redonner un peu de vue à des personnes qui sont atteintes de graves maladies des yeux. Je crois que c'est ça. Mais vous allez nous expliquer votre métier. Et puis, Serge Picot est avec nous aussi. Bonsoir Serge. Bonsoir. Vous dirigez l'Institut de la Vision à Paris et vous travaillez aussi sur des technologies qui peuvent aider à réparer ou compenser en fait certaines pertes de vision. Et c'est passionnant parce que et ça donne plein d'espoir en fait. Mes lunettes arrivent à me redonner la vue, en tout cas à corriger ma vue. Mais là, vous arrivez à redonner de l'espoir à des personnes qui perdent la vue, finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos métiers ? Je trouvais assez intéressant d'avoir vos 2 profils sur le plateau de Tech Co. Peut-être commencer avec vous, José Alain. Oui, donc mon métier c'est ophtalmologiste et donc j'ai pendant très longtemps dirigé le service à la Fondation Rothschild et au 15-20 sur la rétine et fondé l'Institut de la Vision que dirige maintenant Serge Picot. Donc on a travaillé ensemble, on continue à travailler ensemble depuis une 30aine d'années à peu près. Vous connaissez un peu, on se connaît pas mal, ouais. Donc notre enjeu c'est les situations où il y a pas encore de traitement, c'est-à-dire que l'ophtalmologie a fait énormément de progrès sur les dernières décennies, sur la chirurgie de la cataracte, sur le traitement de beaucoup de maladies de la rétine, mais il y a encore des pathologies où il n'y avait pas de possibilité qui conduisaient inéluctablement à la cécité. Donc c'est l'enjeu qui nous a stimulés depuis très longtemps à essayer de mieux comprendre ces maladies, mieux comprendre la vision, mieux comprendre la perte de vision et essayer de développer différentes approches, que ce soit de la thérapie génique, que ce soit des rétines artificielles, pour essayer de restaurer une partie de la vision chez des gens qui l'avaient perdue ou alors essayer de protéger la vision restante chez les gens qui sont en train de la perdre. Avec évidemment, que vous le disiez, des pertes inéluctables, c'est terrible. Donc vous arrivez aujourd'hui, et Serge peut peut-être répondre à ça, vous arrivez à arrêter la progression de certaines maladies ou même à améliorer certaines maladies de l'œil ? Alors améliorer, je n'aurais pas tendance à dire améliorer, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de ralentir l'évolution des pathologies. On a des pathologies par exemple comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la forme atrophique où il n'y a toujours pas du tout de traitement. Et donc là on essaie de trouver DMLA. C'est ça. La DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par cette maladie aujourd'hui. Alors, je vais laisser peut-être à José. Oui, enfin, c'est un processus qui commence très tôt dans la vie, mais à partir de la cinquantaine, vers le 55 ans, il y a à peu près 1% de la population qui a des débuts de dégénérescence. Vers 65 ans, c'est 10%. Vers 75 ans, c'est 25%. Il y a 90 ans, c'est 60% qui sont affectés. Alors après, il y a différents stades de la maladie. Au début, c'est un vieillissement, c'est des troubles de contraste, c'est des troubles d'adaptation, mais ça peut conduire à une perte complète de la vision centrale. Il y a une forme de la maladie où depuis une vingtaine d'années, on a un traitement pour stabiliser la vision, pas l'améliorer, mais la stabiliser. Et dans la forme atrophique dont parlait Serge, il y avait jusqu'à présent pas de traitement. Récemment, il y a un traitement qui a été approuvé aux États-Unis, pas encore en Europe, mais qui ne permet que de ralentir légèrement l'évolution, pas du tout d'améliorer. Donc on a travaillé plutôt à des approches pour restaurer la vision chez des gens qui l'avaient perdue. On est au début de ce chemin, mais avec des résultats qui sont prometteurs. Oui, donc nous, en fait, Serge. L'idée, c'est non seulement de redonner la vue à des patients aveugles, puisque ça serait quand même un peu magique, miraculeux peut-être pas, mais au moins leur redonner un petit peu d'autonomie. Et puis, mais quand même, l'objectif, c'est essayer quand même de limiter l'évolution vers la cécité. Donc nous, on pense que c'est pas une fatalité de devenir aveugle ou malvoyant, et on se doit de développer des stratégies thérapeutiques. Et là, la technologie qui évolue très très vite avec l'intelligence artificielle, etc., a un impact sur vos recherches, ou est-ce que finalement,
vos travaux évoluent sans tout cela? Alors, nous, à l'Institut, en fait, il y a un impact, je pense, dans le diagnostic, et je pense que José le dira mieux que moi, mais il y a aussi un impact, par exemple, dans la manière de produire des vecteurs de thérapie génique. On a actuellement, à l'Institut de la Vision, un projet qui est à l'interface entre une chercheuse qui est spécialiste des vecteurs de thérapie génique et puis un spécialiste d'intelligence artificielle. Et donc, par intelligence artificielle, ils veulent créer le vecteur de thérapie génique idéal pour tel type de cellule ou tel autre. Donc en fait, on va avoir besoin de cette intelligence artificielle pour accélérer la recherche et pour améliorer aussi les thérapies. Mais ça nous sert aussi depuis très longtemps pour modéliser le fonctionnement de la rétine et essayer de trouver comment la rétine fonctionne. Et c'est le cas par exemple dans la myopie où on a un travail important avec Essilor-Luxottica où on essaye de comprendre pourquoi la rétine donne l'ordre à l'œil de grandir, de s'allonger et donc comment on pourrait supprimer cet allongement de l'œil. Vous parliez tout à l'heure de cécité. Là aussi, on a des chiffres. Il y a beaucoup de gens qui ont de graves problèmes de vue, qui impactent, qui handicapent leur quotidien. Oui, alors il faut différencier la cécité complète. Oui, bien sûr. Alors il y a à peu près 40 millions de personnes dans le monde, mais qui sont totalement aveugles. Qui sont totalement aveugles. Pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Certaines sont malheureusement un peu scandaleuses parce qu'elles seraient soignables, comme la chirurgie de la cataracte par exemple, qui n'est pas accessible dans certains pays. Donc c'est-à-dire qu'après on a une opacité telle qu'on voit plus rien. Oui, mais qui serait soignable à condition d'arriver à proposer ces soins à ces populations-là. Donc une opération chirurgicale. Une opération chirurgicale. Alors dans nos pays, heureusement, c'est moins le cas, sauf des personnes qui sont un peu exclues du système de soins pour des raisons variées, parfois simplement parce qu'elles sont en institution et qu'il n'y a plus beaucoup d'accompagnement, mais c'est la minorité. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont malvoyants, c'est-à-dire qui ont une vision basse, soit leur vision périphérique, soit leur vision centrale, et c'est un des enjeux majeurs, c'est d'essayer de permettre à ces personnes de garder la vision qui leur reste ou de ralentir l'évolution de la maladie. Et aujourd'hui, grâce à toutes les technologies autour de la basse vision, de la réhabilitation visuelle, de leur permettre de mieux utiliser leur vision restante. Donc c'est là que les lunettes à réalité augmentée, l'intelligence artificielle commencent aujourd'hui à changer un peu la vie de ces personnes à condition qu'elles arrivent à utiliser ces technologies. Donc c'est un tournant, c'est palliatif, ça ne guérit pas la maladie, mais ça lutte contre les conséquences de la maladie pour essayer de permettre aux personnes de garder leur autonomie, leur indépendance en dépit du handicap visuel. Mais au-delà des lunettes, est-ce qu'il existe des pistes intéressantes, soit chirurgicales, soit des traitements qui pourraient améliorer ou ralentir, par exemple, on parlait du DMLA, quelles sont les pistes? Alors dans le domaine pour ralentir, il y a aujourd'hui, on a parlé de la thérapie génique, il y a ce qu'on appelle aussi la neuroprotection, protéger les cellules restantes pour ralentir l'évolution de la maladie. D'accord. Et on a travaillé depuis des années, on n'est pas les seuls, mais on a été assez à l'avant-garde de ça, sur la restauration de vision pour des gens qui ont perdu une partie de la vision, avec la rétine artificielle, avec des résultats qui sont assez encourageants, avec ce qu'on appelle l'optogénétique, qui est un terme un peu compliqué, mais on réveille des cellules dormantes, des cellules qui ne fonctionnaient plus, pour leur permettre de fonctionner. Et donc là, c'est pour restaurer une partie de la vision. Attention, pas une vision normale, une vision partielle. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de transformer des aveugles en malvoyants et ensuite de faire bénéficier ces malvoyants de toutes les technologies autour de la malvoyance pour améliorer les performances visuelles avec ce qu'on a pu leur redonner grâce à ces nouvelles techniques. Parce que Serge, la vision, en fait, c'est un procédé ultra complexe. Il y a l'œil, mais après il y a le cerveau qui interprète. Alors j'y comprends pas grand-chose, mais les signaux qu'envoie l'œil. Est-ce qu'il faut soigner le cerveau, l'œil? Comment ça marche en fait? Et jusqu'où vous allez en fait dans cette recherche? Alors on essaye effectivement d'abord de soigner les cellules qui sont malades. En général, beaucoup c'est dans l'œil. Mais c'est vrai que par exemple, actuellement, on parlait de restauration visuelle. Ce qu'on essaye de développer à l'Institut de la Vision, c'est une stratégie pour faire revoir les patients qui ont perdu le lien entre l'œil et le cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de nerf optique. Le lien. C'est-à-dire que l'œil est là. Voilà, l'œil est là, mais il n'a plus sa connexion avec le cerveau. Et donc là, pour redonner la vue aux patients aveugles, ce qu'on est en train de développer, c'est une approche où on va projeter une image sur le cortex visuel. Et pour ça, on veut essayer de projeter une image ultrasonore, tout simplement parce que les ultrasons passent très bien dans le tissu.
On voit très bien avec l'échographie prénatale, par exemple. On peut faire de belles images. Si on peut faire de belles images, on pourrait aussi projeter de belles images. Et l'idée, c'est que on veut d'abord rendre le cortex visuel, donc les neurones du cortex, sensibles aux ultrasons pour qu'on puisse les stimuler. Alors vous allez me dire, on est dans la folie. Non, on a déjà fait une preuve de concept qu'on peut activer par ultrasons les neurones du cortex visuel et qu'on peut, de cette manière, créer une perception visuelle chez des animaux. Donc là, on est en train d'essayer de voir si on pourrait redonner la perception de forme. Mais est-ce que c'est un capteur qui va envoyer ces données ou est-ce que c'est l'œil qui est déconnecté, qui malgré tout fonctionne encore et qui arrive à envoyer ces données-là ? Alors il nous faudrait sûrement un dispositif que pourrait par exemple faire peut-être Essilor Luxoptica, où en fait on aurait une paire de lunettes avec une caméra qui prendrait des images et qui projetterait et qui transformerait sous forme ultrasonore. Et donc on devrait avoir à la place du crâne en fait un stimulateur d'ultrasons, d'images ultrasonores pour projeter ces images et que le patient perçoive cette image projetée sur son cortex. Et aujourd'hui, ça marche sur les animaux, c'est ça ? Alors déjà, on est déjà sur l'animal où on voit que ça marche. C'est-à-dire mais comment vous voyez que ça marche ? Par exemple, on a transformé, donc on a rendu les neurones du cortex visuel de souris sensibles aux ultrasons et on a pu montrer que si on habitue l'animal à boire lorsqu'on lui fait un petit flash de lumière, donc il associe, c'est un petit peu un réflexe de Pavlov, on associe la présence d'un flash lumineux avec de l'eau. Eh bien, si on remplace après la stimulation ultrasonore de son cortex visuel, si et seulement si on a transformé ces neurones, l'animal se met à boire à chaque fois qu'on le stimule par ultrason. Donc on sait qu'il a perçu de la lumière à chaque fois qu'on l'a stimulé. C'est incroyable. Alors, vous êtes ici présent à cet événement Switch, donc organisé par Essilor Luxottica. Vous êtes ici pourquoi en fait ? Pour justement discuter avec tous les métiers de chez Essilor Luxottica, les capteurs, etc. La manière dont vous pourriez collaborer, c'est quoi l'idée en fait ? Alors en fait, on a travaillé avec Essilor, à l'époque c'était Essilor, maintenant c'est Essilor Luxoptica depuis une vingtaine d'années, au départ sur des projets qui étaient liés à la basse vision, à la réhabilitation des malvoyants, pour essayer de déterminer comment les technologies de réalité augmentée, par exemple, étaient supportées, étaient compatibles avec la fonction des personnes. On avait aussi travaillé à l'époque sur des filtres lumineux pour protéger la rétine contre le vieillissement, donc on a eu pas mal de collaborations au cours des années. Et là c'était plus en prévention. C'était en prévention ou en correction et en palliatif. En palliatif. Et là, au cours des dernières années, avec le switch qu'Essilor Luxoptica est en train de faire avec toutes les nouvelles technologies, il y a de nouvelles opportunités qui sont importantes autour de l'imagerie, autour des tests de fonction visuelle et aujourd'hui autour de tout ce qu'on appelle la médecine connectée que permettent ces technologies qui continuent à se développer. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de ce partenariat qui a permis déjà de développer des solutions, mais qui devrait permettre de développer encore de nouvelles solutions et surtout de construire une approche des soins beaucoup plus complète en fait au service des personnes. Serge ? Alors nous, on a un partenariat très important avec Essilor Luxottica sur la myopie. Donc c'est un très gros projet qui est financé en partie par l'État, où l'idée c'est de créer, en faire des verres protecteurs, c'est-à-dire des verres freinateurs de myopie, parce qu'on sait qu'actuellement la myopie c'est une épidémie, c'est-à-dire dans les pays asiatiques, 90% des jeunes sont myopes et on sait que 10% de ces jeunes adolescents myopes vont évoluer vers une myopie très forte et vont avoir une perte de vision liée à un décollement de rétine, à une déchirure de la rétine, à une hémorragie de la rétine. Donc en fait, on veut freiner cette évolution. Pourquoi ont-ils ce problème-là ? C'est parce qu'ils vivent dans un environnement particulier qui fait que ils vont accélérer leur myopie ? Alors c'est souvent parce que en fait il y a une pression scolaire. C'est les écrans. C'est une pression scolaire aussi qui fait que les jeunes vont beaucoup plus passer de temps de travail à l'école, sur les livres, sur les écrans, et puis ils ne vont plus par exemple sortir en cours de récréation. À Taïwan, ils ont imposé à nouveau la cour de récréation et la courbe d'évolution de la myopie est en train de basculer. Donc on voit comment cette décision gouvernementale influe sur la myopie. Mais donc là, Essilor Luxottica est en train de développer des verres freinateurs de myopie. Malheureusement, je dirais, ça ne marche pas sur tous les enfants. Tiens,
Et donc il y a des personnes qui sont plus sensibles à cette technologie que d'autres. Disons que sur certains, ça fonctionne, sur d'autres, peut-être un peu moins. Et donc, avec l'Institut de la Vision, on veut comprendre comment ces verres freinateurs fonctionnent. Donc, on a des chercheurs de l'Institut qui travaillent et qui essayent de comprendre l'impact sur le traitement de l'information par la rétine. Et puis, d'essayer de voir, en fait, comment on peut dessiner de nouveaux verres freinateurs sur la base de ces résultats. On parle beaucoup de lunettes connectées ici, bien sûr, avec des projets merveilleux, j'ai envie de dire, à la fois pour apporter du confort, mais on en parlait tout à l'heure aussi, des fonctions santé qui sont intéressantes. On voit que les capteurs peuvent arriver, mais justement, est-ce que ça vous fait rêver, tous ces capteurs, le fait de les avoir dans des lunettes? Peut-être pourraient-ils se connecter au cerveau pour redonner de la vue, augmenter la vue? Est-ce que c'est aussi quelque chose de complètement délirant de se dire que demain, j'ai 10 sur 10, je pourrais avoir 20 sur 10? Enfin, je sais pas, il y a des... je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, José prend souvent l'exemple de la télécommande de la télé. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je regardais L'homme qui valait 3 milliards et j'adorais cette série parce qu'il regardait avec son œil, il voyait hyper loin. Ouais. Vous en souvenez peut-être. Mais bon, c'est pas encore arrivé, quoi. Non, en fait, notre objectif, c'est plutôt de réparer que d'augmenter. Notre objectif, c'est pour des gens qui ont perdu une partie de leur vision. Parce que c'est la priorité aussi, peut-être. C'est la priorité, et puis parce que c'est plus humain que de se mettre dans le surhumain ou de dépasser les capacités humaines. Ça serait déjà très bien d'arriver à rendre les personnes autonomes et de leur redonner une capacité de fonctionner dans la vie quotidienne. Donc c'est notre objectif primaire, et on sait qu'il y a d'autres qui veulent aller plus loin et augmenter encore les performances, mais je pense que c'est quelque chose d'abord qui n'appartient pas au présent, et je ne sais même pas si c'est souhaitable. Après, les lunettes connectées, ça peut devenir un intégrateur, comme le téléphone portable est devenu un intégrateur, et on voit très bien que ces technologies, et donc on voit très bien cette réunion, et certainement une des illustrations de ça, peut servir de plateau à partir duquel beaucoup d'applications peuvent être proposées pour la vie quotidienne, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, les Ray-Ban Meta, pour ne pas les nommer, sont maintenant devenus un outil pour les malvoyants, alors que ce n'était pas du tout au départ ce qui avait été prévu, mais il s'est avéré que c'est une technologie qu'utilisent beaucoup les malvoyants, à condition qu'on leur explique comment les utiliser. Avec les caméras, bien évidemment, qu'il y a dessus, et qui arrivent à analyser et interpréter ce que voit la caméra, en fait, pour le non-voyant, c'est ça? Ou le malvoyant. Et potentiellement lire aussi, donc donner des informations sur l'environnement autour. Donc c'est une capacité qui au départ a été plutôt conçue pour des personnes qui n'avaient pas de problème de vision, mais qui finalement peut servir d'organe central d'assistance. Et puis ça démocratise aussi tout cela, parce que j'ai l'impression que vous poussez aussi à porter toutes ces innovations aux plus démunis. Aujourd'hui, des lunettes Meta, ça coûte cher, mais on sait que dans quelques années, ces technologies les prix de ces technologies vont baisser, donc elles vont devenir accessibles pour tous. Elles sont déjà 10 fois moins chères que les technologies qui étaient proposées aux malvoyants il y a seulement 4-5 ans et qui étaient beaucoup moins performantes. Donc c'est déjà une démocratisation, et le fait que ça soit utilisé par tout le monde, ça réduit les coûts de fabrication, ça augmente la performance. Donc finalement, c'est un cercle vertueux, pas forcément pensé à l'avance, mais c'est aujourd'hui une dynamique qu'on voit s'enclencher. Alors, ça fait quelques années que vous travaillez là-dedans. Est-ce que vous sentez une accélération de la recherche, des résultats grâce à la technologie? Je trouve intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, votre parcours est quand même assez étoffé depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous pensez qu'il se passe quelque chose ou pas actuellement, ou est-ce que finalement, il y a une espèce de progression, mais qui ne s'accélère pas tant que ça? Si, on le voit déjà avec l'intelligence artificielle, où là, ça va encore nous transporter en fait dans une dimension supérieure, mais aussi toutes les biotechnologies avec les thérapies géniques qui ont permis de faire du bricolage de l'ADN. Je pense que la thérapie optogénétique, par exemple, où on introduit une protéine d'algue dans en fait les cellules d'un patient pour lui redonner de la vue, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a 10-20 ans. Et en fait, on voit que c'est grâce à tous ces outils de biotechnologie qu'on a pu réaliser une telle prouesse, et que cette
première mondiale a été possible en France. C'est l'un des résultats de recherche qui vous impressionne le plus. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus là, dans la recherche, justement, dans votre secteur? Alors, pour revenir à votre question, je pense que les choses s'accélèrent, mais en même temps, c'est souvent le résultat d'années et d'années de travail qui sont silencieuses. Ces années et puis d'un coup, paf, ça et sort. en fait, il y a du travail que les gens considèrent pas forcément comme utile, de recherche très fondamentale, mais au fil des années, ça s'accumule. Et à un moment donné, ça atteint le seuil où ça passe en étude chez l'homme et on montre un bénéfice. Donc, on a eu la chance d'être dans cette aventure-là. Donc, on considère que ça porte ses fruits. Tout ne marche pas, évidemment, mais ça fait partie des raisons d'espérer, des raisons d'avancer. Mais l'ophtalmo a toujours été à l'avant-garde. C'était premier laser, première utilisation des lasers, première utilisation de la microchirurgie, première greffe, thérapie génique, un des premiers produits approuvés, c'est en ophtalmologie. Donc, l'ophtalmo a toujours été à l'avant-garde, en fait, en médecine. Après, je suis biaisé en étant ophtalmo, mais j'ai vu ça au cours de toutes ces années, effectivement, comme vous dites, et je pense que ça continue. Alors, c'est peut-être une accélération, mais il faut voir qu'avant cette accélération, il y a eu une phase très silencieuse d'incubation qui est souvent... comme si on avait remonté un élastique, quoi, en quelque sorte. Et là, on commence à le lâcher. C'est ça. Ouais. Il y a tout un travail de préparation avec des échecs, des succès, mais qui à un moment donné devient visible. Il nous reste en quelques minutes, j'avais 2 questions. Est-ce que vous suivez les travaux de Neuralink, d'Elon Musk, etc., qui n'ont peut-être pas forcément un rapport direct avec ce que vous faites, mais malgré tout, on peut se dire que finalement, le fait d'intégrer des capteurs et des sondes dans le cerveau, qui transpercent la boîte crânienne pour justement stimuler des zones, etc., est-ce que c'est pas aussi quelque chose de complètement vertigineux pour peut-être redonner la vue à des personnes qui aujourd'hui sont atteintes de cécité? Est-ce que vous suivez tous ces travaux? Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous fait peur? Et au niveau éthique, est-ce que on franchit des paliers? Je pense, je sais pas, je peux répondre, Serge, mais nous suivons effectivement ces travaux, puisqu'en fait on est en compétition directe finalement, puisqu'ils essayent de redonner la vue à des patients avec ces électrodes implantées, dans certains cas, mais leur objectif affiché est quand même d'essayer d'avoir une interface cerveau-machine pour améliorer l'humain. Bien sûr. Et là, c'est ce qui nous sépare c'est des personnes paraplégiques qui... Non, ils ont aussi fait des tests sur des patients aussi aveugles. Okay. Donc en fait, c'est vrai que en fait, on est dans une approche similaire où nous, on veut restaurer de la vision. Ils le proposent aussi, mais en fait avec une vision à long terme de vraiment augmenter l'humain. Nous, on n'est pas du tout dans ce transhumanisme. On veut juste réparer l'humain, redonner des fonctions utiles aux patients. Et donc, certes, on est un peu en compétition. On est là aussi un petit peu pour demander aux industriels de nous accompagner dans ce projet, parce que c'est vrai que quand on a des industriels comme Neuralink en face, on a besoin de soutien non seulement financier, mais aussi technologique. Et je pense que ce partenariat avec EssilorLuxottica est très important, justement, dans ce lien que l'on peut avoir entre recherche académique et recherche industrielle. Josalin, Neuralink. Alors, Neuralink, moi, ils m'ont invité l'année dernière. J'ai visité donc les usines. Quelle chance. Bon, je sais pas si c'est une chance, mais c'est assez impressionnant. Moi, en tout cas, nous, pour journalistes, en tant que journaliste, ça serait génial d'aller voir ça. Non, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont robotisé énormément d'approches. Ils ont miniaturisé les électrodes. Donc, les technologies ont été déjà utilisées chez des paraplégiques avec des résultats qui sont prometteurs. Mais il y a d'autres technologies en compétition qui sont de très bonne qualité aussi. Notamment ici, je crois, en France. En France, mais d'autres sociétés en Europe et américaine aussi. Donc heureusement, c'est tout un domaine qui est stimulé. On avait nous-mêmes participé à des projets soutenus par à l'époque des agences américaines pour développer ces technologies. Donc c'est prometteur. Je pense qu'il faut rien exclure. Comme je l'ai dit, nous on est dans la réparation, on n'est pas dans l'augmentation, donc c'est une différence importante. Mais tout ça donne des opportunités. Enfin, cela dit, Neuralink est aussi dans la réparation là. Pour l'instant, ils sont dans la réparation et ils rencontrent les mêmes questions que tout le monde rencontre. En particulier, il y a un enjeu qui est majeur, c'est la réhabilitation. C'est pas rebrancher, c'est pas comme réparer une voiture, vous remettez la roue et tout marche. Il faut que tout se remette, tout se reconnecte. Il faut réapprendre. Il y a tout un travail d'apprentissage et d'appropriation des informations qui sont données. Dernière question, est-ce qu'en Europe on est vraiment les meilleurs là-dedans ou est-ce que la concurrence à la fois asiatique, américaine est compliquée? Sincèrement, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont nos forces et nos faiblesses, Serge? Question difficile, je suis d'accord. On a été un peu leader, mais on reste jamais leader très longtemps, donc il faut continuer à travailler. Il faut surveiller ça. Là, et après, en fait, la puissance financière de nos concurrents est telle que ça peut faire peur. Après, je pense qu'on a la chance en Europe
d'avoir une recherche fondamentale très importante, avec une très forte créativité des chercheurs parce qu'ils sont libres de travailler sur les projets qu'ils veulent. Et donc ça, je pense que c'est l'atout majeur en fait de la recherche académique en Europe, mais on a besoin des industriels pour nous accompagner. José Alain. Bon, moi, ça fait 10 ans que je travaille aussi aux États-Unis, donc j'arrive à comparer. Vous avez un peu Honnêtement, il n'y a pas du tout à rougir de ce qui se passe en Europe. Il y a beaucoup de premières qui ont été faites à partir de nos travaux à Paris et qui continuent. Je pense qu'il faut regarder ça plutôt comme un monde qui travaille ensemble au service de l'humanité, plutôt que la compétition. Après, plus les moyens sont importants, et puis il y a de chances d'y arriver, à condition de soutenir une recherche qui est aussi une recherche ambitieuse, avec une prise de risque, et pas seulement du court-termisme, comme parfois on voit dans différents niveaux politiques dans tous les pays du monde. Donc c'est quelque chose qui doit se dire que la prochaine frontière, on la connaît pas encore. Il faut être capable de se projeter, il faut être capable de casser les barrières. Et pour ça, tous les pays doivent travailler ensemble. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette demi-heure passionnante. Merci. D'avoir pris le temps de nous expliquer vos métiers, vos missions et voilà l'avenir de toute cette activité. Serge Picot, donc directeur de l'Institut de la Vision de Paris et directeur de recherche à l'INSERM, et José Alain Sahel, donc fondateur et ancien directeur de l'Institut de la Vision et professeur d'ophtalmologie. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient juste après cette petite pause, toujours depuis Monaco. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes toujours ici à Monaco, à l'événement Switch organisé par Essilor Luxottica. C'est passionnant de nous intéresser en fait à tous les secteurs liés à la vision, hein, évidemment l'optique, mais aussi les lunettes connectées. Gros plan maintenant sur une marque que vous connaissez. Peut-être que les lunettes que vous portez viennent d'un magasin Atoll. Éric Plat est notre invité ce soir. Bonsoir Éric. Bonsoir. Vous êtes donc le patron d'Atoll. Atoll qui est un grand réseau d'opticiens français. Intéressant de vous avoir ici. On avait pu échanger l'année dernière lors de l'événement organisé par Essilor Luxottica à Orlando. Et vous me disiez en préambule que beaucoup de choses se sont passées durant un an. Peut-être un mot déjà sur la force de frappe d'Atoll aujourd'hui dans on va dire le monde de l'optique et des opticiens. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Naturellement, donc Atoll est une coopérative qui est composée de 500 actionnaires opticiens qui sont propriétaires de cette marque et qui ont... Un peu comme Leclerc, quoi, finalement. Un peu comme Leclerc, c'est exactement pareil. On fait partie du même monde. Et on a environ 900 points de vente, 800 magasins d'optique et une grosse centaine de magasins d'audition. Donc on est un acteur référent sur le marché français. Malgré tout, tout va pas super bien dans le monde des opticiens. Vous me disiez justement, avant de faire cette interview, que c'était un peu compliqué sur le marché des opticiens. Oui, c'est un petit peu compliqué parce que, en définitive, toute la consommation est touchée par cette crise latente, d'une part, et puis d'autre part, on est un petit peu en fin de cycle, c'est-à-dire que à la fin du Covid, à partir de 2022, les Français se sont massivement équipés de lunettes parce qu'ils se sont aperçus qu'ils en avaient besoin avec l'usage grandissant des écrans, des réunions connectées, etc. Et donc, les Français se sont équipés. Là, on a connu de très très belles années de croissance. Aujourd'hui, il faut le temps que ça se renouvelle. Hein. Justement, on garde combien de temps une paire de lunettes ? En moyenne 2,8 ans en France. 2,8 ans, exactement. C'est précis. Oui, c'est assez précis. Alors, comme toute moyenne, ça cache derrière des diversités. Hein. Si vous avez entre 45 et 55 ans, ça va être plutôt 2 ans, parce que là, la presbytie évolue très vite dans cette tranche d'âge-là. Chez les enfants, si vous avez une myopie évolutive, ça va être environ 1 an. Et puis, ça va être un petit peu plus lent. Chez les personnes plus âgées, une personne de plus de 70 ans, elle va peu changer de correction. Donc pour vous, c'est un peu compliqué pour les opticiens en ce moment, du fait justement du contexte économique. Est-ce que la concurrence aussi du web et de l'industrie chinoise, vous la sentez passer ? Alors, du web, non, pas tant que ça. Je pense que dans les grandes villes où certaines marques ou certaines enseignes se sont implantées, ça a pu faire un peu une tache d'huile autour. Mais non, en fait, l'analyse que nous faisons du marché, c'est plutôt celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un cycle qui doublé d'une crise, qui fait qu'il y a un petit peu moins de consommation de lunettes pour l'instant. Sincèrement, alors c'est pas pour gratter dans le mauvais sens du poil, mais est-ce que finalement l'opticien doit pas aussi se remettre un peu en question et repenser son métier et le moderniser aussi ? On a l'impression que chez les opticiens, finalement, ça bouge pas beaucoup.
Alors, je suis à la fois d'accord avec vous et pas d'accord. D'accord dans le sens où le parcours client est un petit peu toujours le même. C'est-à-dire, je vais chez mon ophtalmo, j'ai une ordonnance, je vais ensuite chez l'opticien, j'ai une carte mutuelle qui me donne des droits, je consomme ma lunette en fonction de ces droits, et puis j'attends quelques jours, on me la livre. Effectivement que ça, c'est un parcours traditionnel que l'on retrouve dans toutes les boutiques. Simplement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. En particulier chez Atoll, nous avons, par exemple, dans nos outils informatiques, introduit de l'intelligence artificielle. Il y a des outils plus technologiques qui permettent, dans le parcours visuel, de mieux analyser la vision de nos clients. Et puis enfin, il y a les lunettes connectées. On est là dans le cœur du système. Nous, on a été précurseurs dans ces lunettes connectées avec des lunettes qu'on pouvait rechercher grâce à son smartphone, des lunettes qui permettaient de prédire une chute ou récemment des lunettes qui aident les dyslexiques à mieux lire. Bon, on va en parler bien évidemment, mais je reviens sur la concurrence. On voit qu'il y a des sites comme Black Sheep, alors je les cite eux parce qu'ils sont venus il n'y a pas longtemps dans Tech & Co et qui proposent des lunettes connectées à 40 €. C'est douloureux, non, quand même, d'avoir ces nouveaux concurrents qui vendent comme ça des lunettes à des prix défiant toute concurrence, Nous, non ? on préfère l'offrir à 1 € parce que nous pensons que ça ne vaut pas plus. Donc nous, quand on vient chez un opticien Atoll, pour 1 € de plus... Oui, mais parce que j'ai acheté une autre paire plein pot. Oui, sauf que là, ça vaut pas plus. Ça vaut pas plus. Ça vaut pas plus parce que ce sont des lunettes simples qui corrigent simplement la vue, mais qui par ailleurs ont des propriétés techniques, optiques, qui sont... Non, mais là, pas à la 40 hauteur €, d'un c'est des marché. lunettes connectées avec donc des fonctionnalités de haut-parleurs, de micros, etc. Oui, qui viennent de comme, Chine. Oui, comme il existe des montres connectées à 30 € par rapport à la montre Apple, vous voyez bien la différence. Apple reste l'ultra leader dans ce domaine. Ray-Ban Meta a été le premier à lancer cette lunette et je pense qu'ils vont être ultra leader pour quelques années. J'aimerais qu'on revienne sur ce parcours que vous citiez tout à l'heure entre l'ophtalmo et la livraison des lunettes. Est-ce qu'on peut, grâce à la technologie, le raccourcir, à votre avis, ce parcours ? Est-ce qu'on peut le rendre plus fluide, finalement ? Oui, on peut le rendre plus fluide, notamment par exemple dans les zones en tension où il y a peu ou pas d'ophtalmologistes. Il y a maintenant un phénomène avec la télémédecine. Nous allons lancer au mois de juin un grand plan pour les opticiens qui sont dans ces zones-là, puisque nous, notre réseau, il est plutôt dans des villes de moins de 40 000 habitants, là où il y a moins d'ophtalmologistes. Eh bien là, la technologie connectée va nous permettre d'apporter un service de très grande qualité, puisqu'il y a un ophtalmo au bout, en direct, qui va apporter ses compétences, ses connaissances pour analyser la vision de leurs patients. Alors je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'on a besoin d'un ophtalmo pour mesurer la vision de quelqu'un aujourd'hui ? Alors, l'opticien a une délégation de tâches qui lui permet de mesurer la correction, mais c'est dans la réglementation encadre tout cela. Les enfants, par exemple, est-ce que vous voulez que cette réglementation évolue finalement ? Je pense qu'elle pourrait évoluer. Parce qu'on est elle nous d'accord donne que déjà pas mal de liberté. C'est très mécanique finalement, mesurer la vision de quelqu'un. Oui. Alors effectivement, quand on va chez l'ophtalmo, on regarde le blanc le fond de l'œil. Il y a certains on va dire examens supplémentaires qui sont intéressants, mais malgré tout pour renouveler des lunettes et voir si notre vue a évolué. Alors je ne vais pas me faire que des amis chez les ophtalmos. Non, le cadre légal existe déjà pour permettre à l'opticien de renouveler les lunettes dans un délai de 5 ans pour les gens qui ont moins de 42 ans. Mais sans modification. Si, on peut modifier la correction. Vous pouvez modifier. Si, oui, on a cette délégation de tâches. Okay. C'est le renouvellement avec adaptation. Et donc ça, on l'a déjà. Il faut simplement qu'on l'utilise peut-être un petit peu plus. Mais il y a malgré tout des zones où on va avoir des access presbytes, par exemple, des gens qui ont à 45 ans ont un début de presbytie. Et là, il faut une première ordonnance. Et là, la télémédecine va intervenir parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de fondamental dans la santé humaine, qui est quand même de faire un check-up complet de l'œil, le fond d'œil. Il a vieilli, la presbytie en est une des manifestations, et donc il est essentiel de passer par un ophtalmologiste à ce moment-là. Alors, l'Eldorado, c'est la lunette connectée ou pas ? Vous y croyez dur comme fer ? Est-ce que vous pensez que ça va arriver et tout changer ? Ou est-ce que finalement, on va y aller tranquillement et on va voir un petit peu ce qui se passe ? Non, je pense que ça va être très très violent. Pourquoi ? Parce que violent dans le bon sens du terme. Oui, enfin, je veux dire, ça va être révolutionnaire. Révolutionnaire, dans le sens où
à partir du moment où ça correspond vraiment à un besoin, une attente des consommateurs, ceux-ci vont s'en emparer. Et on le voit avec les early adopters, on le voit dans leur comportement. Il y a vraiment une manifestation d'un désir qui est très très fort. Et donc, quand les early adopters ont fini de s'équiper, ils rayonnent autour d'eux et les autres vont suivre. C'est pas un gadget pour vous? Pour moi, c'est pas un gadget parce qu'elles permettent de faire plein de choses. Mais par exemple, pour les malvoyants, nous travaillons avec des jeunes ingénieurs sur des applications qui vont être très utiles avec les Ray-Ban Meta et le smartphone pour guider, par exemple, des malvoyants dans le métro. Par exemple. Donc, il y a tout un tas de solutions qui vont arriver et qui vont être très, très utiles. On l'a vu ce matin en plénière. Et donc, ça va apporter de réels Mais quel est le rôle d'Atoll dans tout ça? C'est de distribuer ces lunettes qui sont déjà fabriquées par des tierces, Meta, Essilor, Luxottica, etc. Ou est-ce que vous voulez être dans le jeu et fabriquer vous-même des fonctionnalités, des lunettes, apporter votre savoir-faire ou pas d'ailleurs dans ce domaine? Je pense que ces lunettes connectées vont agir un peu comme des plateformes, un peu comme le smartphone. Et il y a des applications sur le smartphone comme il y en aura pour ces lunettes. Et donc, les acteurs comme nous, on pourra mettre au point ces applications. Pas du hardware, plutôt du soft. C'est ça ? Plutôt du soft, parce que le hard, c'est quand même un accès très, très coûteux. Bien sûr. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est signer des accords de partenariat, par exemple avec la start-up finlandaise Ixi, qui a inventé la première lunette à verre autofocus, qui vient de lever 32 millions d'euros et qui a mis au point cette lunette. Moi, je l'ai essayée, je l'ai testée, elle est bourrée de technologie. Racontez-nous ce que c'est. C'est une lunette qui tout simplement remplace le verre progressif puisqu'il y a un autofocus comme dans un smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a mis la correction pour voir de loin de la personne, pour la vision de près, eh bien, elle fait la netteté d'une façon automatique. C'est une impression sur le verre d'une fine couche nanométrique de particules qui réagissent et qui permettent de faire cette mise au point automatique. C'est incroyable. C'est extraordinaire. La lunette est plus fine que la mienne. Et le résultat, résultat, c'est que vous voyez à toutes les distances nettes, sans vous contorsionner, comme avec un verre progressif parfois. C'est une révolution. C'est une révolution. C'est-à-dire que si tout se passe bien, demain on aura tous ce type de verre. Je pense, d'autant plus que celle-ci est dotée d'eye tracker qui permettent avec une application, en plus d'avoir une fonction sur la détection de sécheresse oculaire. Par exemple, 60% des Français souffrent de sécheresse oculaire. Eh bien, avec cet eye tracker qui permet de mesurer les mouvements de la tête, les mouvements des paupières, les mouvements des yeux, on peut déterminer si cette personne a une sécheresse oculaire et donc derrière la traiter. Par exemple par luminothérapie, comme nous propose le groupe Essilor Luxottica. Donc cette lunette, elle est dotée d'une multitude de fonctions qui vont être très très utiles. Et donc nous allons lancer les premiers proof of concept sur le marché français de l'optique dès l'an prochain. Nous travaillons activement avec cette start-up et je me réjouis d'avance de pouvoir proposer ça dans nos magasins. Incroyable, mais ça a un coût tout ça, j'imagine. Est-ce que ça va être remboursé par la Sécu ? Donc par les mutuelles, j'imagine que c'est un combat aussi que vous devez mener, non ? Alors c'est un double combat, en effet. Le premier, c'est avec le législateur et le deuxième, c'est en effet avec ceux qui financent. Le législateur est assez hermétique à tout cela. Quand j'entends ce que nous présente le groupe Essilor Luxottica, on voit que dans les autres pays du monde, ces innovations sont plus facilement accessibles parce que l'encadrement réglementaire est beaucoup plus light. Nous, on voit bien qu'en France, tout est sectorisé. La lunette qui permet de mieux entendre, c'est une lunette qui est remboursée en tant que lunette et c'est une lunette qui va marcher sur les plates-bandes d'un appareil auditif. Donc, comment est-ce qu'on la rembourse ? Eh bien là, on n'a pas encore de réponse. Et là, ça bug, là. Et chacun, l'ORL, l'ophtalmo, l'audioprothésiste, l'opticien, chacun prêche pour sa paroisse et creuse des tranchées autour de son petit château fort. Et ça, c'est terrible. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il faudrait que vous vous réunissiez tous. Il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière et il faut absolument que Mais au niveau européen, non, j'imagine. Là. Oh non, parce qu'au niveau européen, en Angleterre, en Suisse, d'accord, en donc Espagne, il y a des pays qui sont en avance par rapport à nous. Il y a des pays qui sont en avance. Nous, en France, il faut vraiment qu'on arrête de construire tout en silo. La société française est construite en silo et ça nuit à l'arrivée des innovations.
Après, bon, c'est vrai quand on voit l'état financier de la sécurité sociale, je pense qu'il doit avoir aussi de bonnes raisons d'être réticent à rembourser plus cher, parce que ça coûterait plus cher ou finalement pas tant que ça. Au début, un produit innovant coûte plus cher. Mais ensuite, quand il se démocratise, le prix baisse. C'est la fameuse loi de Moore. Soit les capacités augmentent et le prix reste le même, soit les prix s'effondrent. La loi de Moore, c'est les deux. C'est doublement, triplement tous les ans et puis baisse du prix des chipsets. Nous, c'est ce qui va se passer dans la lunette. Aujourd'hui, une lunette connectée, c'est 300-400 euros. Demain, ça sera peut-être plus que 100 euros. Et d'ailleurs, on voit bien les entreprises chinoises sont prêtes à faire des tas de propositions. Très bien. Et bien voilà, le point de vue du patron d'Atoll dans Tech & Co, la quotidienne. Merci beaucoup, Eric Plat. C'est moi qui vous remercie. Merci. À très bientôt. On salue évidemment tous vos adhérents qui sont nombreux et qui regardent ou écoutent peut-être Tech & Co. Vous restez avec nous, on revient tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et pour terminer ce premier Tech & Co depuis l'événement Switch ici à Monaco, je reçois Carlos Siller. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Vous êtes le CEO de Retin AI. Voilà une boîte passionnante qui a été créée en 2017 à Berne en Suisse. Vous êtes d'origine espagnole malgré tout. Oui. L'Europe est là. Oui, tout à fait. C'est plutôt pas mal. On parlera d'ailleurs de l'Europe et de la puissance de l'Europe dans ce monde-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter Retin AI? Quel est votre métier en fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous sommes une entreprise qui fait des logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour donner des soutiens aux professionnels de la santé pour la prise de décision, le développement de nouvelles technologies et surtout tout ce qui est autour du patient et pour donner soutien aux patients. Nous avons commencé notre parcours dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Alors, notre outil d'intelligence artificielle, ils ont été utilisés pour améliorer les procès de développer des médicaments. Okay. Mais on voulait aller vraiment plus loin. Mais là, ça n'avait rien à voir avec l'ophtalmologie ou... En fait, c'est similaire parce qu'il y a les procès de regarder les données sur les yeux, de regarder les patrons, les marqueurs pathobiologiques qui sont liés à le développement des maladies. L'industrie pharma, ils vont regarder à ça pour savoir si les médicaments, il faut ce qu'il faut faire. Et nous, on a développé des technologies pour aider à ces processus-là. D'accord. Mais on a vu que c'est la même technologie qu'on a développée. On peut l'utiliser aussi pour le soutien des patients autour du monde. C'est plus ou moins c'est la même histoire, c'est aider à la prise de décision d'une manière plus efficiente. Et on a réussi. Après 3 ans, on s'est embarqué dans le domaine santé pour la partie clinique. Et maintenant, on est là. Alors, on l'a bien compris, votre boîte est spécialisée dans l'IA. Mais quand on évoque l'IA, souvent, on évoque les États-Unis et notamment la Silicon Valley, qui est un peu le berceau de l'intelligence artificielle. Comment on se situe par rapport à eux ? Vous êtes quand même une preuve vivante que l'IA n'est pas que en Californie, dans la Silicon Valley. On a un vrai savoir-faire ici. Alors, on a des boîtes qui fonctionnent, Mistral, etc. Des pontes de l'IA, Yann Lequin, voilà. Mais même dans le domaine de la santé de l'IA, on est présent. Complètement, je suis d'accord. En fait, en Europe, on a des très bonnes universités qui font des professionnels dans tout le monde. Et ce qu'on a vu depuis très longtemps, c'est que les personnes les plus ambitieuses, ils sont partis de l'Europe pour aller aux États-Unis pour chercher les futurs. Oui. Mais je crois que cette émigration, on dira, ça change un petit peu parce qu'on a envie d'amener cette technologie. On a vu que c'est possible de développer cette technologie en Europe. Je suis tellement ravi qu'on a réussi à être. On était une entreprise suisse. On a créé la compagnie. On a grandi la compagnie en Europe. Et maintenant, on fait partie d'une compagnie globale, mais européenne à l'essence. Alors, je crois qu'on a changé la mentalité des nouvelles entrepreneurs. Ils vont voir que c'est possible de faire et développer des grandes entreprises. Des grands projets ici en Europe.
tout à fait. Je suis Et complètement d'accord. vous en êtes justement l'exemple type. Vous êtes basé en Suisse. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un berceau aussi de chercheurs, de savoir-faire dans ce domaine. Je crois que la Suisse est un bon endroit. Il y a très bonnes universités. Il y a un bon passage parce que j'ai fait mes études en Espagne. Je suis déménagé en Suisse. J'ai commencé mon doctorat. J'ai fini mon doctorat. Il y avait toujours la possibilité de continuer d'amener ces très fortes technologies qui viennent des universités suisses et ce type de chercheurs qui sont développés une technologie à l'avance et après faire la traduction et l'amener à l'entreprise. Et c'est ça qu'on a réussi. Il y a beaucoup d'institutions en Suisse. On est une entreprise suisse, mais on a aussi une autre subsidiaire aux États-Unis, à Boston. Et je crois que c'est au centre de l'Europe. Il y a toujours des talents autour. Et voilà, on a réussi à développer, à arriver à ce niveau. Et je suis tellement ravi qu'on a réussi. C'est Made in Europe, d'une manière. Alors, l'IA, on le voit, est en train de bouleverser le secteur de la santé. On le voit notamment dans tout ce qui touche la radiographie, l'IA qui arrive à déceler des choses bien avant que l'œil humain puisse le voir. Est-ce que justement l'IA peut aider à détecter des maladies rétiniennes avant que l'humain puisse la détecter? Je crois que l'intelligence artificielle, il est très bon à faire des détections des patrons, de voir des marqueurs pathobiologiques qui sont déjà identifiés. On a commencé avec des marqueurs pathobiologiques qui étaient identifiés déjà pour les professionnels de la santé. C'est pas qu'on a commencé avec des nouveaux marqueurs. On a utilisé ce que c'était déjà validé. Alors, ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est qu'il peut faire ce type d'analyse très vite et à un niveau de précision très haut. On a passé des années pour arriver à ce point-là. Donc on raccourcit le temps. Oui. On peut très vite déceler en fait par rapport à ce que l'humain pouvait faire. Oui, on peut regarder centenaires d'images en moins d'un seconde. Et on peut faire ça avec toute l'histoire de ce patient. Si le patient il est venu à la clinique 10 fois, comment on va gérer dans notre tête milliards d'images et milliards de marqueurs? L'intelligence artificielle va nous aider à avoir cette eagle view, cette vision autour. On va regarder les données, on va faire un sommaire des patrons qu'on a détectés et on va amener toute cette information au professionnel de la santé qui va prendre la décision. Je crois que l'intelligence artificielle à ce niveau-là, il peut gérer des petites tâches qui sont nécessaires et les médecins, les professionnels de la santé peuvent faire le focus dans le côté plus humain. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est que ces patrons arrivent très loin. On peut regarder dans le futur. On peut savoir qu'est-ce qui va passer par rapport à centenaires, de milliers de patients similaires. Et c'est vraiment un développement qui va être très intéressant dans le futur. Et ce qu'il y a de fascinant aussi, Carlos, et je sais que vous travaillez là-dessus, c'est que, en fait, grâce à l'IA, on arrive à déceler des maladies autres que des maladies de l'œil, simplement en observant l'œil. C'est ça qui est incroyable. C'est vrai, déjà. On arrive à détecter des maladies simplement en observant l'œil. Oui, absolument. Notre yeux sont véritablement une fenêtre à le reste du corps. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des manifestations de ces patrons dont je parlais avant. Et ils vont être connectés à maladies neurodégénératives, maladies vasculaires, maladies inflammatoires, maladies rénales. Et tout ça, on le voit dans l'œil. On peut voir En tout cas, il y a des signes. Oui, il y a des signes qui sont là et que l'intelligence artificielle peut détecter et mettre en contexte avec toutes les données supplémentaires. Et on va devenir comme un sentinelle. À l'arrière, on va regarder, on va donner le soutien pour faire pour donner ce type de soutien. Et on arrivera, à mon avis, à un moment là où il y aura un triage qui va nous aider, soutenu pour l'intelligence artificielle, pour faire des triages, référer des patients aux médecins de la santé au cerveau, cardiovasculaire, d'une manière plus efficiente. Parce qu'on est au tout début de l'histoire, Carlos. Demain, est-ce qu'on pourrait faire un check-up simplement en observant les yeux?
en quelques minutes, finalement? Je crois, oui. On va arriver à ce point-là. Et ce ne sera pas le seul point pour faire des diagnostics, mais bien sûr, il y a des marqueurs, il y aura des informations additionnelles qui vont aider de faire ce type de triage. Bien sûr, on arrivera à ce moment-là et j'espère qu'on sera là, poussant à l'avant. C'est bientôt tout ça? Ou il y a encore de longues années de travaux, à votre avis? C'est difficile. On dirait qu'on va surestimer ce qu'on peut développer dans les prochains 3 ans, mais on sous-estime ce qu'on peut développer dans une dizaine d'années. Alors, je crois que dans les prochains 3-5 ans, on verra quelque chose dans cette direction. Vous avez beaucoup de concurrents aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de la Silicon Valley. On voit que les GAFAM, toutes ces grandes boîtes de tech, les Google, les Apple, les Microsoft et puis tous les autres s'intéressent, Elon Musk s'intéresse qu'à la santé aujourd'hui. Est-ce que y a une accélération aussi de leur côté? Est-ce que ce sont des concurrents, en fait, toutes ces boîtes-là? Chaque fois, en tant qu'entrepreneur, j'aime la concurrence. Je pense que la concurrence va nous aider toujours à développer des produits qui vont être mieux développés, qui vont être plus travaillés par rapport à ce qu'on aurait si on était tout seul. Alors vraiment, il y a de la concurrence. Je crois qu'il y a tout le monde qui a la concurrence partielle ou complète. Dans ce moment-là, je pense que c'est tout à fait la santé, c'est un domaine tellement intéressant pour les Google, les différentes compagnies. C'est qu'on a des histoires aussi, parce que Google, ils ont déjà été dans le domaine de la santé oculaire. Quand on a commencé notre parcours, il y avait beaucoup de la recherche avec DeepMind et tout ça. Mais à la fin, si on regarde aujourd'hui, ces projets, il n'a pas... Ouais, ils sont moins présents, j'ai l'impression, dans ce domaine-là. Ou alors ils sont très silencieux. On ne sait jamais, ouais. Mais à la fin, on a un produit qui est au marché, qui est disponible, et bien sûr, on va pas nous arrêter. On vient de devenir partie de la famille Essilor-Luxottica avec l'objectif d'aller plus loin, d'aller plus fort. Alors, j'espère que ça va donner les fruits dans quelques années dans le futur. Dernière question, on a tous un smartphone. Est-ce qu'à votre avis, ça va devenir un outil d'aide à la détection de maladies pour tout un chacun en fait? Est-ce qu'on pourra se faire des check-up finalement avec le capteur de son smartphone, l'appareil photo de son smartphone ou autre chose? Alors, il y a une histoire qui c'est intéressant parce que quand on a commencé notre entreprise, c'était l'année 2017, on a fait une collaboration, un partenariat avec une autre compagnie qui avait une caméra pour les smartphones pour faire des photos du fond de l'œil. Malheureusement, ces produits et cette technologie, ça n'a pas développé parce que c'était difficile. Bien sûr, peut-être pas les smartphones, mais il y aura des logiciels qui vont être dans l'opticien, peut-être dans une pharmacie un jour, qui va nous permettre, avec notre Natel, on va être là-bas, on va être capable d'avoir quelque chose de similaire à un medical wallet pour prendre les données et regarder notre santé oculaire. Et aussi avec la robotique, je crois que ce système va être plus automatisé, plus efficient, oui. Et ça va nous aider à intégrer la santé dans notre vie quotidienne, bien sûr. Voilà, passionnant, Rétine AI. Merci beaucoup, Carlos Siller. Merci. Vous en êtes le CEO. Bon switch, puisque cet événement se poursuit demain. Bien voilà, ce Tech & Co, la quotidienne depuis Monaco, est terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore plein de choses à vous raconter. On sera là demain dès 19h30 avec encore des invités prestigieux, dont notamment le patron de Essilor-Luxottica, Paul Dusséan, qui sera avec nous. Très belle soirée, les replays et les podcasts qui vous attendent. Et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.